Bonjour, bienvenue sur Sartoise Créative. Aujourd'hui nous sommes à Montreuil-le-Henri chez Tatiana. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter? Alors moi c'est Tatiana Fournier, j'ai 34 ans. Je suis pas originaire de la Sarthe à la base, mais la vie nous a amenés dans la Sarthe. Je suis mariée, maman d'un petit garçon de 5 ans et agricultrice à mon compte depuis 2022. Alors, qu'est-ce que tu fais en tant qu'agricultrice? Quelle est ta spécialité? Alors, la spécialité de la ferme, c'est la pépinière. Pépinière comestible, c'est-à-dire tout ce qui est plants potagers, aromatiques, fleurs comestibles, petits fruits, cactés comestibles, enfin voilà, tout ce qui se mange. Donc on fait de la production et de la vente de plants, de la production et de la vente de semences, et un petit peu de vente de paniers de fruits et légumes, enfin le surplus de production qui ne nous sert pas à faire nos graines ou nos plants, est vendu en direct à la ferme. Comment as-tu commencé un peu le milieu agricole et aussi cette ferme en fait? Alors c'est un long parcours. Donc j'ai fait mes études en agricole, mais pas du tout en horticulture, puisque moi j'étais en filière élevage. J'ai donc fait un BEP et un bac pro en élevage option équin. Et ensuite j'ai fait un BTS production animale. L'idée à la base était de s'installer en élevage. Et puis la vie a fait que finalement je me suis installée en horticulture. Mais justement, je pense que ton parcours que tu m'as raconté la dernière fois qu'on s'est vu peut être intéressant à raconter sur comment tu as cheminé en fait pour arriver à l'exploitation où tu en es aujourd'hui et comment tu arrives à vendre des plants en fait. Alors, donc le projet c'était le tout premier projet, c'était un élevage de chèvres laitières. On a acheté la ferme en 2021, on est arrivé avec une quinzaine de mères. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu un problème probablement géobiologique sur nos bâtiments, et en l'espace de 18 mois, malgré tous nos efforts, toutes les analyses, enfin, on a fait tout ce qui était possible, on a perdu toutes nos chèvres. Comme on était parti sur une race bien particulière, je voulais aller sur de l'anglo-nubienne parce que je voulais pas que mes chevreaux passent par le circuit de la boucherie. Donc je voulais une race qui me permette de pouvoir les vendre en tant que reproducteurs, qu'animaux de compagnie, etc. Donc l'anglo-nubienne était parfaite. Pour ça, son principal problème, c'est que les reproducteurs coûtaient très cher. C'était en moyenne 400 € par adulte. Ça pouvait monter à 700 selon les origines. Donc on a dit on va monter le troupeau progressivement. En parallèle, on va faire un petit peu de vente de paniers de légumes. Et puis au fur et à mesure, on basculera complètement sur le lait quand le troupeau sera suffisamment conséquent. Et puis finalement, en 18 mois, on a perdu toutes nos chèvres. Et c'est la partie maraîchage qui a primé, puisqu'au départ, c'était du maraîchage, pas de la pépinière. Donc on arrive en 2021, on a commencé la vente de paniers de légumes en 2022. Ça démarrait plutôt bien. Et en 2023, les maraîchers, les collègues ont poussé comme des champignons autour de chez nous. Ce qui fait qu'on se retrouve à peu près à 9 maraîchers dans un périmètre d'environ 12 km. Donc c'est devenu très compliqué. Un petit peu avant ça, début 2023, on m'a sollicité pour un marché de producteurs qui avait lieu sur ma commune. Et puis, moi, j'avais pas assez de légumes à ce moment-là, mais la personne insistait. Donc, j'ai dit, bon, j'ai beaucoup de plants, ça a très bien levé cette année. Donc, je vais venir, mais je vais venir avec des plants. C'est ce que j'ai fait. Et ça a été une journée de folie. On n'a pas arrêté. On a remballé, il était quelque chose comme 20h30. C'est le comité des fêtes qui nous a amené à manger parce que vraiment, on était sollicités en permanence sur le stand. Ça a beaucoup remis de choses en question. On est rentré, on était vraiment super heureux. Dans les semaines qu'on suivit, il y a eu plein de passages à la ferme, il y a eu plein de ventes de plants. Dans la limite, ça restait du surplus en fait, donc on n'a pas pu aller plus loin cette année-là. Et donc, dans les mois qui ont suivi, la vente de légumes s'est écroulée parce que on est trop sur le secteur, clairement. Avec mon conjoint, on a réfléchi et on a dit mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête complètement? Est-ce qu'on s'accroche en sachant qu'on va dans le mur? Ou est-ce qu'on essaye de réorienter la production? Et on a choisi d'essayer de réorienter la production et je pense que ça a été le meilleur choix qu'on a fait parce que cette année ça a décollé et c'est très très bien parti pour continuer.
Donc c'est vraiment, je trouve que ton parcours est vraiment intéressant et c'est tout ce cheminement en fait petit à petit auquel tu as changé tes plans à chaque fois, tu t'es rajusté en fait malgré les coups durs quand même, parce que c'est des très gros coups durs. Bah, c'est des coups durs, mais voilà, comme tu dis, c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui fait construire le projet. Et puis on m'aurait dit il y a encore 15 ans que j'allais faire de l'horticulture. J'aurais rigolé, enfin une petite anecdote que je raconte souvent, quand j'étais je sais plus si c'était en BEP ou en bac, je crois que c'était en bac. Je me rappelle, une de mes professeurs, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, mais en gros elle voulait me réorienter en horticulture. Et j'ai dit, madame, mais est-ce que vous m'avez bien regardé, est-ce que vous me voyez passer ma vie à faire pousser des salades? Et je pense que cette prof, par le biais d'autres profs que j'ai sur Facebook, doit parfois tomber sur mon profil, et elle doit bien rigoler parce que, bah voilà, aujourd'hui finalement, ouais, je fais pousser des salades. Mais pas que, il y a plein de choses qu'on peut, il n'y a pas que des salades qu'on peut manger. Hein. Non, il y a plein de choses, mais enfin, voilà. C'était la vision que tu avais à ce moment-là, je pense, que c'est ça aussi. Et au final, je suis passionnée, enfin, ça se sent. Donc, qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? Plein de choses. La première chose qui m'anime, qui fait que je voulais être dans l'agriculture, c'est de pouvoir être dehors, déjà au contact de la nature. Enfin, moi j'ai toujours, depuis toute petite, j'avais 3 ans, je disais que je voulais élever des poules, quoi. Ça a toujours été ce qui m'animait. J'ai grandi dans une cité du 93, j'ai passé les 15 premières années de ma vie, et pendant... Ah oui, donc ton changement est vraiment radical. Quand tu dis que tu es en cité et que tu viens en pleine cambrousse, parce que j'adore la Sarthe et je vous fais découvrir la Sarthe, mais c'est complètement l'opposé d'une vie... J'étais à 10 minutes du Gros Saule. C'était pas la même ambiance. Effectivement. Voilà. Et je passais 10 mois de l'année à attendre les grandes vacances pour partir en vacances dans la Sarthe avec ma mamie, quoi. Oui. Donc oui, c'était là où tu te sentais, c'est toi depuis toujours. Dehors, d'être au contact de la nature. Et puis avec les plantes, il y a une multitude de choses à découvrir. Enfin, on en découvre, j'en suis qu'au début, mais on découvre tout le temps. C'est une énorme source d'apprentissage. Moi qui aime apprendre, qui aime découvrir plein de choses, c'est une source inépuisable. Donc il y a cet aspect-là, découvrir des choses, ça peut paraître bête, mais voir mes plantes pousser, c'est quelque chose de magique. Passer du semis à voir le terreau se relever, puis la plante sortir, puis la plante se développer, puis aller jusqu'à donner les fruits. Enfin, c'est un peu la même chose qu'en élevage, en fait. Je pense que c'est voir la vie. Oui, et puis c'est voir l'évolution du temps d'un œil positif. C'est ce que j'entendais dans quelqu'un qui s'est lancé qui était pareil une citadine, mais qui poussait des plantes dans son appartement. Et elle disait, d'habitude, le temps, je le vois négativement, genre je manque de temps pour faire ce que j'ai à faire, c'est la course contre le temps. Elle dit, quand je vois mes plantes, en fait, je vois le temps de côté positif parce que je vois les plantes évoluer, grandir. Voilà, oui, il y a de ça. Et puis la dernière chose qui me plaît vraiment dans l'aspect pépinière, c'est d'aller faire découvrir aux gens. Voilà. Je suis rarement plus heureuse que quand je suis sur les marchés. Et pourtant, j'aurais vraiment pas pensé avoir cette fibre avec la clientèle, mais j'adore ça. Faire découvrir les choses. Tu aimes ce que tu fais, donc je pense que quand on aime ce qu'on fait, le partager, c'est vraiment le bonus en fait. C'est ça. Puis on me demande souvent, mais pourquoi tu mets permaculture? Le partage, ça fait partie de la permaculture. Et justement, tu nous as pas expliqué quel est ton mode de culture. Alors, disons que je m'inspire. Je suis pas fermée dans une méthode. La méthode de base, c'est la permaculture, mais je vais aller explorer l'agroforesterie, je vais aller explorer... je m'inspire, je regarde ce qui me paraît logique, j'essaye, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, tant que ça reste dans le respect du vivant. Voilà. Là, en ce moment, j'étudie pas mal la syntropie, voilà. Oui, donc tu es toujours en recherche de comment tu peux améliorer ce que tu fais déjà, en lisant, en regardant... Toujours. Pour t'améliorer petit à petit. C'est comme ça que je me forme, parce qu'au final, moi, on m'a appris à gérer une exploitation dans mes études, on m'a appris à gérer l'élevage, mais on m'a pas du tout... J'ai aucune formation en horticulture, en maraîchage. Ça fait partie de mes projets de refaire un BTS en horticulture.
Pour l'instant, il faut que je trouve la formation qui me corresponde. Oui. Mais ça fait partie le des temps projets. aussi, parce que ça demande du temps en plus. Bah, le temps, mon mari est en déplacement la semaine, je suis toute seule le soir, donc oui, ça me laisse le temps d'accord, oui. de pouvoir étudier à la maison, mais voilà, il faut trouver la formation qui... Effectivement. Mais ouais, c'est dans les projets, j'aime apprendre, ça fait partie de... On sent. Est-ce qu'il y a un moment de la journée que tu préfères? Un moment de la journée que je préfère, ça dépend de la période de l'année. Dis-nous en plus. Quand c'est la période des semis, j'adore arriver le matin parce que tu vois, en une nuit, tu vois la différence en fait. Tu passes le soir, t'arroses, il n'y a rien qui est levé, t'arrives au matin, t'as les petites pousses qui sont levées et j'adore ça, je suis comme une gamine devant le sapin de Noël quoi. Sauf que ça dure plus longtemps. Sauf que ça dure plus longtemps, oui c'est ça, oui ça dure plus longtemps, ouais, de février à octobre à peu près. Mais bon la grosse période c'est vraiment de février à mai quoi. Oui. Après sinon il n'y a pas de moment, à part celui-là, il n'y a pas de moment que j'aime. Oui, tout te plaît. Oui, tout me plaît, enfin... J'aime ce que je fais de A à Z, ouais, vraiment. Ça, c'est bien. Où sont disponibles tes produits? Alors, les produits sont disponibles en direct à la ferme. D'accord. Sur les marchés locaux. D'accord. Donc le samedi matin, samedi sur 2, on est à portée de panier au Grand Lucé. Qui a été ouvert en 2021 et il y a plein de petits producteurs sympas, une bonne ambiance. Il mérite d'être connu. Donc voilà, si vous regardez la vidéo, que vous n'êtes pas loin du Grand Lucé, je mettrai en barre d'infos les informations que la vedette Tatiana. Après, de temps en temps, on est le vendredi soir à Télocher. D'accord. Mais c'est pas fixe. Oui, ça dépend de... Voilà. Et puis après, on est surtout sur des marchés occasionnels, les marchés de producteurs occasionnels, les fêtes des plantes, parfois quelques brocantes. Voilà, oui, suivant les opportunités. Voilà, suivant les opportunités. Cette année, on a fait Courtenvaux, par exemple, c'était génial. Voilà, on fonctionne beaucoup comme ça, principalement de mi-mars. Ah, comme c'est la première année, on n'a pas trop de visuels. On pensait arrêter fin juin, mais là, finalement, ça continue. Donc, bon, tant mieux. Tous les lundis, on se demande ce qu'on va bien pouvoir sortir le week-end dessert, mais finalement, on y arrive toujours à remplir la remorque. Et puis, il y a un site internet qui est en train d'être mis en place. Donc, il est créé. La plupart des produits sont rentrés dessus. Pour l'instant, le panier n'est pas encore activé. Je pense qu'il sera activé quand on lancera la vente des graines, c'est-à-dire certainement au mois de fin décembre, début janvier. Ok, 2024, parce que je précise l'année suivante, quand est-ce que vous regarderez oui, décembre 2024, janvier 2025, quoi. Oui, c'est pour ça, je précise, parce que souvent quand vous regardez la vidéo, savoir si c'est ouvert ou pas ouvert. Voilà, mais pour l'instant, ça permet d'avoir une vitrine. Oui, c'est déjà ça, voilà, ça permet de se faire connaître. Voilà, on a quand même beaucoup de variétés, sur les tomates, etc. Il y a quand même un choix important. C'est plus facile pour les clients, avant de venir à la ferme, de pouvoir les voir. Oui, ça permet Ils ont tout le détail, ils ont les visuels, ils ont tout ça. De faire leur petite liste puis de savoir ce qu'ils veulent. Oui, ça permet de faire déjà un premier choix. Parce que je me suis aperçu que quand ils arrivent, on veut 12 pieds de tomates, d'accord, vous voulez quelle variété, vous avez quoi, t'as 25 ou 30 variétés à expliquer, ils en connaissent 2 ou 3. Oui, et la cœur de bœuf. Voilà. Alors c'est pas qu'ils sont pas intéressés par les autres, mais va expliquer. C'est juste que c'est les plus connus, comme dans beaucoup de choses. Donc le site pour l'instant sert de vitrine. Je voulais pas me faire déborder, donc je voulais pas mettre la vente en ligne cette année. En plus, on attendait l'autorisation d'apposer les passeports phytosanitaires. On n'avait pas le droit de vendre tant qu'on n'avait pas cette autorisation. Voilà. Mais à partir de l'année prochaine, on pourra normalement aussi acheter en ligne. Voilà, de toute façon, c'est comme tout, les choses se font petit à petit. On peut pas du jour au lendemain avoir un truc super parfait. Voilà, et puis pour la vente en ligne, je réfléchis à la manière la plus... comment dire, de rester dans ma ligne de conduite, du respect de la nature, du vivant, etc. Donc je réfléchis à mes emballages pour l'instant, parce que quand on reçoit des plantes, elles sont emballées dans des emballages plastiques qui sont clairement très pratiques. Mais voilà, donc je réfléchis, je fais des tests avant de me lancer dans la vente en ligne. Est-ce que tu as des personnes à recommander pour qu'ils passent à ta place, des agriculteurs qui font de la vente en direct ou des artisans qui participent au monde de demain? Moi je pense automatiquement à une de mes voisines, Lucille, qui a la perle d'or, qui fait des tas de choses, je ne sais pas comment elle fait pour tout faire. Elle fait des savons au lait de jument, elle fait des balades en calèche, elle a une partie pension en Paddock Paradise,
Elle fait des cours, elle fait de l'élevage, elle fait plein de choses. Et ses produits sont vraiment super, son exploitation est vraiment top aussi, ça mérite d'être... Voilà, donc elle, tu peux y aller. Après, sur Montreuil, on a également Aurélien, un peu plus loin de chez moi. Et il fait du porc, et puis il a des poulaillers de louer aussi. Il fait de la rillette de poule. Et ses produits sont vraiment très bons. Alors, que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut commencer? Donc, que ce soit à se lancer dans le maraîchage ou dans la permaculture ou dans l'élevage. Se former. Se former, c'est l'essentiel, parce que sinon on perd du temps, on perd beaucoup trop de temps. Bien bâtir son projet, même s'il va falloir s'adapter, c'est sûr qu'au cours du temps il faut s'adapter, mais ouais, se former c'est essentiel. Après, j'ai pas un parcours classique du tout, donc c'est difficile de conseiller autre chose que ça en fait. Oui, c'est pour ça que chacun va avoir des conseils différents qui peut inspirer les gens qui regardent en fait. Mais se former, ouais, c'est essentiel parce que sinon les erreurs elles te coûtent tellement cher, tu perds du temps et ça peut être démotivant aussi. Oui, effectivement, oui. Faut vraiment être motivé, je pense, pour se lancer dans l'agriculture. Ah oui, c'est sûr que la motivation, c'est essentiel. Faut aimer ce qu'on fait. Hein. Mais oui, effectivement, il peut y avoir des coups durs qui peuvent être vraiment démotivants, démoralisants. Ouais. Toujours avoir un plan B. Ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Si on est en concubinage, couple, mariage, peu importe, ne pas se lancer à deux tout de suite. Oui. Avoir un filet de secours. Voilà. Oui, que l'autre, qu'il y en a un des deux qui garde un emploi fixe, même à mi-temps, parfois c'est déjà rien que ça. C'est essentiel. C'est essentiel parce que les premières années, le risque de se foirer, il est tellement important que... C'est pas un gros mot, donc c'est pas... Puis même pour la sécurité, comment dire... c'est rassurant. Voilà, la sécurité alimentaire. On sait jamais, malheureusement, il peut y avoir une année, et je ne souhaite ça à personne, mais étant issu du milieu agricole, on a connu des années où très dures. Ouais. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a un peu de revenus pour pouvoir s'acheter à manger quand en fait. Essayer de diversifier aussi, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Puis ça fait partie ça aussi des principes de la permaculture, c'est tout bête, hein, mais cette année, si on avait eu que les légumes, on faisait rien. Oui. Voilà. Là, clairement, on est début juillet. J'ai des fèves, des choux raves. Les artichauts, c'est fini. Il m'en reste 2-3. Il doit y avoir 2-3 courgettes qui se baladent dans le jardin. S'il y avait eu que le maraîchage, clairement, cette année, on payait même pas nos factures, quoi. Les factures de la ferme, j'entends. Oui, bien sûr. Pour l'instant, on parle même pas de salaire. On parle uniquement des factures de la ferme. Le fait d'avoir les plans va avoir sauvé la mise. Vraiment. Oui. Si on n'avait pas eu ça, je crois que c'était la dernière année, quoi. Voilà. Donc pas mettre tous ses œufs dans le même panier, essayer de diversifier. Essayer de diversifier pour que quand ça foire d'un côté, il y a l'autre côté qui vienne un peu contrebalancer. Même si ça sauve pas tout, mais ça aide. Voilà, ça permet des fois, ça peut permettre de s'en sortir en fait. Voilà, par exemple, coupler l'atelier maraîchage dès le départ à un atelier de pondeuse, pondeuse ou autre. Hein, oui. Il y a de la demande sur des lapins. Enfin, je sais que moi, j'ai quelques lapins pour nous. À chaque fois, les gens me demandent, t'en vends pas du lapin parce que on n'en trouve pas du lapin en local. Si, il y en a une, Rosie, à Roisey. Mon avis, il faut bien la chercher parce que le nombre de fois où on me le dit. Tu diras c'est Rosie. Rosie. C'est facile. Ouais. Rosie à Roisey. Je note. Mais je crois que oui, ça doit être la seule en Sarthe, probablement. Donc voilà, il y a des moyens de coupler. On voit beaucoup le maraîchage avec les pondeuses, mais il y a moyen de coupler avec d'autres. C'est trouver les différentes sources qui nous inspirent et commencer avec d'autres choses qui peuvent différentes. Se compléter aussi. C'est ça, oui. Voilà. Oui, pas aller dans des deux opposés. Non, pas aller dans des opposés, aller dans des choses qui peuvent se compléter et puis se sauver la mise. Voilà. Et pour consommer local, quels seraient tes conseils pour commencer à consommer local? Faut y aller. Non, mais c'est vrai. Même nous, il y a des choses qu'on aimerait faire et qu'on fait pas encore. On sait qu'on peut aller chercher du lait à 10 minutes d'ici. Et à chaque fois, on dit, faut qu'on achète nos bouteilles en verre, qu'on aille chercher notre lait. Mais faut arriver à faire ce pas en avant. On a tellement grandi... tout au même endroit. Au même endroit, voilà, facile. Que c'est des automatismes, en fait. Et il faut réussir à changer ces automatismes-là. Les marchés de producteurs sont une bonne... C'est pour ça que je fais aussi ces vidéos. Moi, c'est pour montrer que pas à pas, en fait,
petit à petit, il va y avoir beaucoup de vidéos. On va pas pouvoir aller vers tous les gens que je vais vous proposer. Mais en choisir un et se dire, bon, bah, je vais tester, je vais y aller au moins une fois. Par exemple, si vous habitez pas loin de cette ferme entre Henri, bah, je vais y aller une fois, je vais voir ce qu'elle propose, acheter un plant ou deux si c'est des plants, si t'as pas de légumes, et si t'as des légumes, un ou deux légumes. Ouais. Et puis, bah, finalement, goûter, voir si c'est bon, si ça nous plaît, et puis se dire, ah, finalement, c'est pas mal. Le contact avec la personne me plaît. Hop, j'y vais et. Ouais, puis bon, après, c'est vrai que se déplacer de ferme en ferme, dans la vie actuelle, on est tout le temps à courir, on n'a plus le temps. Donc c'est vrai que c'est compliqué de prendre ce temps-là. Mais il y a quand même des marchés de producteurs où c'est regroupé. Il y a par exemple, je vais parler autour de chez nous, mais il y a celui du Grand Lucé. Vous pouvez avoir le porc, le poulet, les légumes, les plants, le lait, les fromages. Le miel, voilà, vous vous prenez par la main 1 heure dans la semaine, mais vous avez vos produits de base. En plus, ça fait une sortie souvent, je sais qu'avec les enfants... Et c'est pas forcément moins cher. Non. C'est pas forcément moins cher. Les prix des produits en eux-mêmes seront peut-être un peu plus chers, mais il n'y a pas toutes ces tentations qui vont faire augmenter le panier, en fait. Quand on voit la qualité n'est pas la même. La qualité n'est pas la même. On est sur une qualité nettement supérieure pour un prix pas si cher de ça par rapport à la qualité. Enfin, c'est mon avis. Ceux qui n'ont pas beaucoup le temps mais qui peuvent stocker, il y a les ventes de colis. Enfin, nous ici, on a Sébastien Lechoine qui fait la viande de bœuf. On a Aurélien qui fait la viande de porc. Eux, on peut leur acheter en colis. Tu achètes ton colis de 10 kilos, tu congèles. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font ça. Bah voilà, t'es tranquille, quoi. Là, ça va nous faire... Nous, on a pris le dernier colis là, chez Sébastien il y a 15 jours. Ça va nous faire 6 mois. Peut-être un peu moins, mais... oui, ça dépend après de la consommation de chacun. On n'y retourne pas non plus tout le temps. Ça aide bien aussi à passer au local, ça. Bah, voilà, des fois, juste un colis, bah, rien que ça, vous achetez le colis à l'agriculteur, c'est une fois tous les 6 mois. Alors, c'est sûr, il faut sortir l'argent. Ça, c'est pas toujours facile. Oui. Parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de sortir 200 €. Ah, c'est pour ça que je trouve qu'il y a, en fait, dans mes vidéos, je veux que chacun trouve des inspirations à son budget, en fait. Le maraîcher, les légumes, ça coûte moins cher, effectivement, que d'acheter un colis. Rien n'empêche, moi, je voyais beaucoup ça quand je travaillais en région parisienne, d'acheter un colis de 10 kilos à 3 ou 4 voisins, et puis de se le répartir. Voilà, pour commencer, ça permet de... Voilà, ça permet d'avoir moins à sortir. Et je sais que quand je travaillais avec la ruche qui dit oui à Paris, ça se faisait beaucoup. Ils achetaient à plusieurs, en fait, et puis ils se répartissaient le colis. Comme ça permet de ne pas sortir tant que ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a plein de solutions. On vous en cite quelques-unes. Et après, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vos solutions pour consommer local. Est-ce que tu as le temps de découvrir un peu la Sarthe? Et si oui, quels sont tes endroits, ça peut être des lieux, des paysages, que tu apprécies en Sarthe? Alors, depuis que j'ai démarré la ferme, j'ai plus trop le temps. Mais je viens dans la Sarthe depuis que je suis toute petite. Donc, après, ça va plutôt être des lieux de loisirs, parce que du coup, c'est rapport à l'enfance. Oui, donc, mais tout est bon. Mais j'adore emmener mon fils à Coco Plage. T'es à l'autre bout, toi, pour le coup. Ouais, mais voilà, c'est un lieu d'enfance et j'aime beaucoup aller là-bas. On a Pêcheret qui est pas loin, qui est super sympa. C'est ombragé, c'est agréable avec les enfants. Que tu as des mois qui sont plus difficiles, où tu as besoin, par exemple, de plus de soutien, où faut que les gens viennent te voir... disons que tous les agriculteurs, il faut qu'on aille les voir le plus souvent possible. Mais est-ce qu'il y a des mois plus tendus où tu apprécierais qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne te voir pour soutenir ton exploitation? Alors, oui et non. Oui, ce serait bien, mais les mois les plus difficiles, c'est les mois où en fait j'ai rien à vendre parce qu'on est sur la saison creuse. D'accord. Où je vais être sur tout ce qui est toute l'organisation. Donc oui, ces mois-là, les mois d'hiver, ils sont difficiles. Mais d'un autre côté, c'est comme ça, c'est le cycle en fait. Et je peux pas vendre des plants en plein hiver. Non. Bon, là, on a la vente de graines par contre en hiver qui marche plutôt pas mal parce que les gens font leur stock avant. Ça permet aussi d'occuper l'hiver. Puis d'avoir des productions aussi. Je parlais tout à l'heure des productions complémentaires. Mais dans mon cas, c'est aussi des productions qui s'enchaînent. Oui, c'est chaque saison. C'est-à-dire que de janvier à mars, on va vendre des graines principalement. D'accord. De mars à octobre, on va vendre pas mal, on va vendre les plants. D'accord. Avec un creux en juillet-août, où là, ça va plutôt être les légumes. Et puis après, sur novembre, décembre, janvier, on va être sur tout ce qui est légumes de conservation. Les courges, etc., qui vont nous permettre de revendre un peu de légumes. Et puis après, en janvier, on repart sur les graines. Et ça permet que les productions, elles se suivent et de pas trop avoir de creux financiers. Oui, voilà, d'avoir une certaine stabilité. Alors évidemment, au moment des plans, il y a un pic, forcément. Oui.
Oui, mais ça permet après de lisser sur le reste de l'année. Voilà, et en de fait, pas se dire, oh là là, je suis 4 mois sans voir un sou rentrer, quoi. Oui, ça peut être compliqué. Psychologiquement, ouais. Même si on sait que c'est comme ça, c'est normal. Oui. Mais c'est pas évident, ouais. On a l'impression que ça se casse la gueule, alors qu'en fait, pas du Non, tout. c'est le juste, rythme, en fait. Voilà, c'est le rythme à prendre. Après, voilà, quand c'est le gros pic, avril-mai, un petit coucou de temps en temps peut Ça faire fait plaisir, ouais, mais on risque de se retrouver les mains dans le terreau, alors c'est un risque. Oh, c'est des pois, c'est ça? Des pois de senteur? Je savais pas qu'il y en avait des violets, je connaissais les roses. On en a du violet, on en a des bleus aussi. Alors, je sais pas où ils sont pas encore sortis ceux-là. Moi, c'est ceux-là que j'adore. Ceux-là, je les trouve, mais sublimes. Ah oui, je connaissais pas non plus. On voit toujours les mêmes couleurs, rose, rose fuchsia. Ouais. Bah non, là, j'ai voulu mettre différentes couleurs. Puis l'idée, c'est de recouvrir complètement ce grillage. D'accord. Là. Puis on aura associé des roses trémières. Ah. Voilà. Parce que les bordures, en fait, c'est vraiment très pénible. Je peux pas y aller avec ma débroussailleuse. Oui, non, j'en ai plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir une bande fleurie tout le long. D'accord. Pour avoir moins de désherbage vraiment le long du... Oui, pour que Voilà. Parce que sinon, après, ça revahit. Là, je vois les fraises. Oui, là, on a la fraiseraie avec quelques menthes qui poussent avec. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tu expliques pourquoi c'est la jungle. Parce que mon grand-père et mes parents verraient ça, ils ne comprendraient pas. Pour eux, c'est pas possible, ça, tu vois. Oui. Alors, normalement, c'est pas autant la jungle que ça. Cette année, on a vraiment été débordés par la météo. On a 1 mois et demi de retard. Il a fallu faire des choix. Planter nos plants était le plus important parce que ça commençait à souffrir. Enfin, 1 mois de plus que prévu dans les godets. Oui. Souvent, tu fais tes semis au mois de février ou au mois de mars. T'as pas une seule seconde que tu vas planter tes trucs à la mi-juin. Non, bah non, c'est sûr. Tu prévois la mi-mai. Oui. Et la météo, voilà. La météo a fait que on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas travailler dehors. On ne peut pas passer à la débroussailleuse quand c'est trop mouillé. Non. Voilà. Donc, et cette année, c'est compliqué. Donc, il y a certaines parties où on laisse faire. Les cultures sont principalement cette année sur base. Donc, les cultures, elles au moins, ont quand même un peu, tu vois, mais même là, sur les bâches, il faut que je repasse, quoi. C'est le foutoir. Alors, tu peux-tu expliquer pourquoi tu as mis des bâches? Parce que la dernière fois, tu m'avais bien expliqué. Alors, les bâches, elles ont plein d'intérêts. Déjà, je suis toute seule sur l'exploitation. Je suis pas mécanisée. Je veux travailler avec la nature, mais il y a quand même des limites. Je veux que mes cultures, elles puissent pousser aussi. Donc la bâche, elle me fait vraiment gagner un temps fou en termes de désherbage. Donc pour ça déjà, elle est intéressante. Mais vraiment, pour moi, son intérêt principal, c'est au niveau de l'arrosage. D'accord. En fait, la bâche, déjà, elle va éviter l'évaporation. Elle va chauffer le sol, mais elle va éviter que ça s'évapore. Elle va vraiment garder l'eau dans le sol. Elle va faire le rôle d'un paillage, quoi. Et elle va capter vraiment toute l'eau de... Oui, l'humidité du matin, en fait, voilà, elle va rester sous la bâche. Même quand il fait très chaud, tu passes le matin sur tes bâches. Les bâches, elles sont humides, tu te mets à genoux, tu as les genoux mouillés. Hein. Et l'année dernière, j'ai fait le test sur les courges. Je les ai arrosées 2 fois à la plantation. D'accord. 48 heures d'intervalle, et ensuite j'ai plus arrosé. D'accord. Donc oui, il y a un gain en plus en eau. Voilà, et j'ai eu une quantité de courges astronomique, quoi. Donc il y a ce, enfin vraiment pour moi le plus important c'est ce gain en eau parce que ça fait partie des problématiques actuelles. Bon, cette année est particulière, mais je crois que chaque année est particulière pour à chaque fois une raison différente en ce moment. On entend quand même toujours parler de, enfin l'eau, on sait qu'à un moment ou à un autre, plus les années vont passer et plus elle risque de manquer à certaines périodes et c'est important d'en prendre. De maximiser le... Voilà, de prendre ça en compte pour moi. Les installations qui ont déjà 20, 30, 40 ans, elles ont été installées et conçues d'une certaine manière, donc elles le sont, faut faire... pas dire faut faire avec, mais c'est comme ça, c'est tout. Je pense que les nouveaux installés, ils doivent vraiment, dès le départ, prendre en compte ces paramètres-là, parce que
pareil, mettre du goutte à goutte partout. Comment veux-tu que je mette du goutte à goutte partout? Ben non, mais c'est compliqué. Et puis de toute façon, c'est l'eau du réseau. Au mieux, ce sera l'eau du puits, mais là, vraiment, ouais, il y a un gain en eau qui est phénoménal. Un gain en temps aussi. Parce que l'arrosage, c'est un gros moment. Et tout à l'heure, tu me demandais mes moments préférés. Mais un des moments que j'aime le moins, c'est l'arrosage. Hein. Clairement, arrosage, désherbage, pas mon délire. Donc peux-tu nous expliquer comment tu fais tes planches en fait, pour ceux qui connaissent pas? Parce que là je vois du tournesol, je vois des choux. Ouais, alors puis après on ira en voir une autre. Oui. Donc j'essaye de travailler en association de culture. Donc ça peut être des associations qui vont être bénéfiques D'accord. entre elles. Ça peut être des associations dans le temps. D'accord. Ça aussi, je veux travailler aussi sur les associations des différentes strates. D'accord. Un peu comme en jardin-forêt en fait. Donc là par exemple, typiquement sur celle-ci, même si là on voit plus grand chose, là il y a une première ligne d'oignons. Ok, donc là on voit bien Voilà, l'oignon juste ici. On voit les oignons et puis Voilà. voilà, tu vois, malgré la météo, là les oignons, Ah oui, ils sont beaux. on regarde un peu ça. Hop. Oui. Hop. Voilà. Les oignons. Et puis encore j'en ai vu des plus jolis. Donc il y a les oignons qui ont été mis donc en premier. D'accord. Juste derrière, on a une ligne hop, de... Hop, parce que là, on est en train de niquer un oignon. On a une ligne de chou rave. Hop, voilà. Voilà. Entre les choux raves, on intercale des salades. Bon, là, il n'y en a plus, mais D'accord. voilà, il y a des salades qui sont intercalées. Donc, on fait ça j'ai fait ça des deux côtés de la planche. D'accord. Je vois beaucoup moins, mais c'est fait des deux côtés. Ensuite, au milieu, on va venir au mois de mai placer des tournesols et des concombres. Ok. Donc, Là, on pareil, voit les en petits- alternance. Comment dire, quand les concombres vont avoir besoin de plus de place, D'accord. c'est à ce moment-là qu'on va venir faire nos récoltes de salade et de chou rave pour laisser la place aux D'accord, aux concombres. concombres qui vont prendre la place du coup. Voilà, et puis après, ils vont continuer de s'étaler. À la fin, on enlèvera les oignons, bien qu'ils s'entendent très très bien avec les oignons. Et puis les tournesols, eux, vont permettre de faire un peu d'ombrage. D'accord, faut pas que d'insolation entre guillemets des plantes quand plein de chaleur. C'est ça, ça aussi, ça permet de réduire l'arrosage. Et La plante, moins elle a faim. moins elle a chaud, Voilà. moins elle voit. Ça va pas leur couper toute la lumière, mais ça va les aider un petit peu dans les moments les plus chauds. Et puis surtout, le concombre va occuper la strate basse et le tournesol, lui, va occuper la strate haute. Et on a, voilà, ça fait que sur une planche qui fait 1,20 m de large, parce que mes planches font toutes 1,20 m de large, on a 1, 2, 3, 4, 5 cultures. D'accord. 5 cultures. Les oignons, les choux raves, les salades. 5 cultures sur une planche. Voilà. On a de la compagnie. On a de la compagnie. La petite vache, ça faisait longtemps qu'on la voulait, très longtemps, mais on n'avait pas sauté le pas. Et on a eu donc Namasté qui est né fin septembre, le petit mulet, et sa maman n'en a pas voulu. Mais elle n'en a pas voulu du tout. Hein. Elle lui a fracturé 2 cervicales, la C1, la C2. Donc il était entre la vie et la mort. Dès qu'on manipulait d'une certaine manière, pouf, il s'écroulait en malaise. Enfin, c'était horrible, on a cru qu'on allait le perdre. Et puis il s'est battu. Il s'est vraiment battu. Et on a dit, mais on ne pourra pas être tout le temps avec lui. Parce que bon, une fois qu'on a eu qu'on a su qu'il y avait la fracture, l'ostéo et les vétos ont dit, mais là, par contre, il n'est pas prêt de voir un autre cheval. Même le plus gentil, faut pas, parce que le moindre mouvement, le moindre coup, oui, peut être fatal pour lui. Voilà, peut être fatal. Donc on a dit, mais le problème c'est que on va pas pouvoir être tout le temps avec lui, et on va pas pouvoir le laisser non plus tout le temps tout seul. Un petit cochon, une petite chèvre, éventuellement on le rentre dans la maison, mais lui, vous ne voyez pas trop dormir avec le mulet, quoi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, et puis je dis à mon mari, écoute, il y a quelques jours, j'ai vu passer une petite vache sur le bon coin, elle a le même âge que Namasté. Qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, vas-y, envoie un message au monsieur, on va la chercher. Donc elle avait 10 jours quand elle est arrivée, ils ont grandi ensemble, ils sont inséparables. Et donc l'idée, c'est que par la suite, ils travaillent tous les deux un peu avec moi sur les jardins. D'accord. Et puis qu'ils puissent passer, alors on a assez peu d'espoir d'arriver à les intégrer au troupeau. On essaiera, mais je pense que ça va être compliqué.
Donc soit ils seront intégrés au troupeau si on a de la chance, soit ils passeront après, puisque on va reparceler là, chez les chevaux. L'idée c'est de faire une équipiste à terme. Et donc l'idée c'est de faire du pâturage mixte pour que la Momo elle entretienne un petit peu ce que les chevaux Ne veulent pas. ne veulent pas. Voilà. Et puis en échange elle me fournira du bon caca pour mon jardin et du lait. Puisque je pense que l'année prochaine on la mettra à la saillie, mais c'est pour notre consommation personnelle quoi. D'accord. Il n'y a pas de projet professionnel derrière. Si ce n'est de travailler avec eux sur les jardins. On verra. Alors association dans le temps. Juste derrière là, on avait, alors on les voit plus, elles commencent vraiment à faner, mais je vais passer par là. Là on avait donc des fèves. D'accord. On est venu mettre en contre-plantation des topinambours. D'accord. Voilà, les topinambours vont se développer le temps que les fèves. Ah, c'est aussi haut que ça, les topinambours? Ouais, c'est des bébés encore là. 3-4 mètres. Hein. D'accord. Ouais, c'est des petits bébés là. Au bout, on a quelques poires de terre. Donc voilà, eux. Des poires de terre, je pense. Poires de terre. C'est un légume qui ressemble un peu à une pomme de terre, enfin plutôt à une patate douce, qui va plutôt se consommer en fruits, enfin en sucré. L'idée c'est que les topinambours ont été plantés tout petits au milieu des fèves. Maintenant qu'ils se sont bien développés, ça va être le moment pour nous d'aller ramasser nos cosses de fèves qui doivent être bien sèches pour faire nos semences. Et puis après, faucher les fèves et les laisser en paillage au pied des topinambours. Là, on va avoir une association un peu dans le même genre que là-bas. Alors certains connaissent peut-être la milpa. Donc la milpa, elle vient associer. Alors normalement, c'est des courges, du maïs grain et des haricots secs. Moi, je le fais en version pas sec, si je peux dire ça comme ça. Donc là, par exemple, on a des pâtissons, des maïs doux. Et puis au pied, on a des jeunes haricots. Les pâtissons vont couvrir le sol, apporter un peu de fraîcheur au maïs. Les maïs, eux, vont apporter un peu d'ombre en grandissant aux pâtissons. Et ils vont servir de tuteur aux haricots, qui eux vont apporter de l'azote dans le sol une fois qu'ils vont être coupés. Ce que je vois dans ta planche aussi, c'est qu'en fait, tu as différentes variétés de maïs. Oui, ouais. Là, on a plusieurs variétés de maïs. On a du maïs rouge, on a du maïs jaune et on a du maïs multicolore sur celle-ci. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de... J'aurais dû cette année faire mes semences de maïs, mais tu vois, c'est comme tout, j'ai été en retard. Et en fait, il aurait fallu que je mette des genres de chapeaux, si tu veux. Oui, c'est pour une sorte de castration que tu voulais faire. Non, en fait, c'était vraiment isoler mes variétés sous les pieds à reproduire. Des voiles, en fait. Oui. Pour pouvoir aller polliniser manuellement, pour pas qu'il y ait de pollinisation. Bah voilà, je me suis pris trop tard parce que le retard qu'on a eu. Donc cette année, il n'y aura pas de reproduction de semences de maïs, parce que sinon ça va être hybridé. Et puis en plus, mon voisin malheureusement avait semé du blé tout autour. Oui. Et puis blé mort avec les intempéries. Donc là, il a ressemé du maïs. Donc, oui. Oui, donc là, oui. C'est même pas la peine pour cette année. Il n'y aura pas de semences de maïs. C'est pas très grave. Donc là-bas, on a la même association, mais avec des coupes. C'est une tomate violette? Alors ça, c'est une black cherry. Elle va virer au marron. Mais là, les tomates, elles font grisouille. Vraiment. Là, c'est la météo. Hein. Ouais. Tu vois, là-bas, par exemple, on a une association. On a des oignons poireaux. Là, on a des oignons poireaux, on a des œillets d'Inde. Puis surtout, au milieu, on a des choux des choux perpétuels. Et ça, c'est du brocoli en jet, en fait. Donc, on ne le laisse pas monter à graines, qu'on coupe bien les jets. Et ben, il reste plusieurs années. On l'a associé à des cosmos pour le protéger un petit peu de certains ravageurs. Voilà, puis avec des haricots à côté. Genre, pareil, c'est du haricot perpétuel. Donc, lui, c'est l'haricot orteil du prêcheur. L'idée, avant les gelées, on coupe le feuillage, on paille la souche,
L'année d'après, oups là, attention. Tout va bien. L'année d'après, il redémarre. Ok. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller vers le maximum de choses perpétuelles pour pouvoir continuer d'agrandir sans m'augmenter la charge de travail. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, ben, je peux pas faire plus. Hein. Oui. Les journées, elles font que 24 heures. J'ai la maison à entretenir aussi. J'ai un petit garçon qui a besoin de sa maman. Donc, si on veut pouvoir évoluer. Voilà, on a les premières courgettes, mais vous voyez, c'est rien quoi. C'est rien pour cette année. Normalement, ça devrait déjà être plein. Oui. Elles sont ridicules. Elles sont belles, enfin elle est belle. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais la production, voilà, c'est dans le sens. N'est pas. En revanche, quand on voit ce qui a poussé tout seul sur le tas de compost, c'est à se demander s'il ne faudrait pas tout jeter et laisser faire. Et donc, tu sais ce qu'il y a poussé dans le compost ou Alors ça c'est de la courge. Je pense que c'est un potiron en Big Max, je pense. Ça doit être un potiron géant. D'accord. Les premiers fruits. Après il y a quoi? Il y a un tournesol là qui pousse. Ça doit être un tournesol ça. Il y a une capucine là-bas. Il y a des patates. Enfin bon, ça évidemment ce sera pas vendu, hein, ce sera pour nous. Il y a plein de choses. Là, on a de la courgette. Regarde, il y a des belles courgettes. Alors, à la limite, elles sont plus avancées que. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce pied de courgette qui a poussé dans le compost par rapport à ceux-là qui ont été bichonnés en fait. C'est fou, hein? La résilience de la nature. C'est incroyable. Regarde-moi ça. Toutes ces petites courgettes qu'on a là-dessous. Alors que c'était des graines qui n'avaient pas levé, qui se sont retrouvées là-dedans parce que j'ai vidé les. Oui, bah les pots, oui, qui est défectueux entre guillemets. Dans la serre à plant et à semis. Donc l'idée c'est qu'après celle-ci elle servira uniquement au semis. Et il y a une grosse serre, une 150 mètres carrés qui va être montée au mois d'août. D'ailleurs si certains ont du temps à perdre et veulent en échange d'un panier de légumes ou de quelques plants venir donner 1 ou 2 heures de leur temps, et ben au mois d'août ce sera pas de refus parce qu'on a cette grosse serre de 5 mètres par 30 mètres à monter et ça va être compliqué. Donc je pense qu'on essaiera d'organiser déjà 1 ou 2 chantiers participatifs, mais je l'ai jamais fait donc voilà. Et ben s'il y a des gens qui sont déjà organisés des chantiers participatifs et qui veulent t'aider à l'organiser, ce serait déjà les premiers à dire. Plaisir. Et après on va relayer l'annonce. Voilà, ça va être le gros chantier du mois d'août. Là je vais commencer à préparer la zone et puis après on attaquera le montage. Mais voilà, ça va être un gros morceau, donc on est prêt à payer à faire des barbecues, des choses comme ça. Voilà, de façon que ce soit fait de manière conviviale. Mais je dois avouer qu'un petit coup de main à ce moment-là, ce serait cette grande serre servira en grande partie de pépinière. Donc pour tout ce qui est plan, enfin pour les plants déjà levés, pour la vente. Et ici il y aura que les semis. D'accord. Voilà, alors je pense qu'il y a une chose que j'aimerais que tu partages, c'est que quand je suis venue la dernière fois, tu m'as fait goûter à plein de choses et tu m'as dit c'est comme ça que je fais visiter mon jardin aux inconnus. Et c'est important que tu leur dises que s'ils viennent te voir, tu vas leur faire goûter ce qu'ils connaissent déjà et aussi d'autres choses qu'ils ne connaissent pas pour qu'ils puissent découvrir de nouvelles choses en fait. Ah oui, bien sûr. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis d'horaire d'ouverture. C'est sur rendez-vous parce que comme ça me permet de prendre le temps avec chacun de faire le tour. Faut savoir que chez moi, quand on vient acheter un pied de tomate, on fait tout le tour des serres. Voilà. Vous faites le même tour que là, on vous fait faire. Voilà, j'essaye de montrer ce que j'ai, ce qui peut plaire. Là, tu vois. Celles-là, tu les avais vues en adulte, elles n'étaient pas encore faites en petite quand tu es venue. Ça, c'est la verveine chewing-gum. Ah oui, tu m'avais fait goûter, oui. Tu m'avais fait goûter, tu vois. Là, on a les sauges, c'est pareil, elles n'étaient pas prêtes quand tu es venue. On a des sauges ananas. Alors, je savais orange, pardon. Voilà, ça c'est fantastique, c'est que je savais qu'il existait plein de menthes différentes, mais pas des sauges. Voilà. Je connaissais que 2 ou 3 variétés de sauges. Là, on a la sauge cassis. Alors, celle-là, elle est merveilleuse. Je sais pas si je te l'avais fait sentir celle-ci, je me rappelle plus. Oh là là, ah oui, mais c'est fantastique. Celle-là, elle est géniale. On a les petites tagettes passion, là. Elles sont terriblement bons. Quand je vois aussi toutes les variétés de basilic, ça donne envie de pizza ou de pâtes. Oui, encore, hein, on est resté raisonnable cette année. J'avais 5 variétés. Là, il en reste 3, mais on est resté raisonnable. Donc là, je suis en train de faire un test. Donc j'ai mis une partie de mes piments, enfin
un de chaque variété que j'ai en terre, en serre sur bâche, et un en pareil, pot. des piments, je crois pas que ce soit si courant que ça, des gens qui vendent des piments en direct Ah bah là, comme ça. En plus, on a toute une collection. On en a une quarantaine de variétés, du plus doux au plus fort. Et je me rends compte que finalement, étrangement, cette année, en tout cas, il se développe vachement mieux en pot qu'en pleine terre. Je te montrerai la différence, tu vas voir, c'est flagrant. Donc là, ils sont là, tu vois. Et, Ah, on va voir. Ouais, on a les premiers. Et après, on a plein de choses. Là, tu as de la fleur chocolat. Donc, de la fleur chocolat. Ouais, elle va donner une petite fleur jaune et noire, super jolie. Et qui a l'odeur et le goût du chocolat. Et qui est comestible, bien sûr, hein, puisque chez moi, tout est comestible. Donc, tu peux la mettre dans une salade de fruits, en pâtisserie. Et elle est vivace. Ah, ça c'est bien aussi, tous ces plants vivaces. Voilà. Comme ça permet, une année on vient, on en achète un, l'année d'après on en achète un suivant, et petit à petit on fait une petite collection dans le jardin. Après, du coup, on peut acheter autre chose. Là, on a, je sais pas si je te l'avais fait goûter, la plante champignon. Si. Voilà, là, on a des petits bébés plantes champignons. Eux, ils étaient tout petits quand t'es venu. Ça, c'est des passiflores bananes. D'accord. C'est une passiflore qui va faire un fruit jaune, un peu allongé. Son vrai nom, c'est Mollissima. Voilà, donc ça, c'est 3 petits bébés que j'aurai à la vente dans quelques temps. Après, là, on a relancé plein de semis. On a relancé plein de semis de cactés. Figuier de Barbarie, puis en différentes couleurs de fruits. On croise les doigts que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison, hein, j'avais déjà fait un premier test, ça avait marché. Donc, Oui, mais voilà. en fait, tu restes pas sur des choses que tu sais déjà. Ce que je vois, c'est que tous les ans, tu testes des nouvelles choses et tu explores en fait des nouvelles variétés, des nouvelles espèces. C'est hyper important pour moi d'aller chercher des nouvelles choses, d'essayer. Des fois, j'arrête hein, parce que ça marche pas. Des fois, ça me donne l'idée d'aller rebondir sur encore autre chose. Là, elle est en préparation. Je pense pas que je vais pouvoir la commercialiser tout de suite. Peut-être quelques plants l'année prochaine. On a toute une collection de haricots de Lima, haricots de Madagascar, noirs et roses. Ah oui, ce qui est pas du tout courant chez nous, donc c'est fantastique. Pas du tout courant, voilà. Donc là, je suis partie de 4-5 graines de chaque variété. Donc il va falloir du temps avant que... Oui, mais c'est intéressant là, en fait, de voir tout ce processus de comment on passe d'une plante qu'on vend facilement avec plein de trucs. Je pense que l'année prochaine, je vais pouvoir vendre quelques plants en haricots de Madagascar. Mais les semences, il va falloir attendre peut-être 2-3 ans. Le temps que j'en ai suffisamment. Oui, pour que toi, tu puisses continuer à vendre les plants voilà. et que tu puisses après... Voilà. Donc quand je fais rentrer une nouvelle variété, des fois, il me faut 2-3 ans avant de pouvoir la commercialiser. Il y a des choses qui sont longues à faire aussi. Par exemple, tu vois, là, j'ai des gingembres. Je les lance cette année. Donc c'est ça, les gingembre? Alors, c'est eux, les gingembre. Donc ça, c'est le gingembre classique, hein, qu'on connaît classique. Derrière, tu as là-bas... Là, celui-là. Voilà, tu as le gingembre japonais et rustique sous notre climat. Donc il va disparaître hein, l'hiver, mais il repart de la souche. Ici, il résiste. Hein, de mémoire, il doit résister à moins 15 ou moins 18. Hein, donc, oui, comme on n'a plus des hivers très durs. Que lui, il a besoin d'être au chaud. Soit en serre du coup. Ouais, il faut qu'il soit en serre, il faut qu'il reste en pot. Donc là, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. On voilà. voit les petites pousses. On voit les toutes petites pousses. Ici aussi, voilà. là, juste là. Mais eux, ils ont été lancés mars, avril. Ah oui, donc là, c'est vraiment des plants où il faut vraiment beaucoup de patience. Voilà, eux, ils seront vendus que l'année prochaine. Voilà, c'est des plants qu'on va bichonner pendant 1 an, qui seront vendus que l'année prochaine. Ici, on a des cacahuètes. Ah, des cacahuètes. J'avais essayé, mais ça n'avait pas marché dans mon jardin. Ça a été périlleux cette année, les cacahuètes, mais on a réussi à en sortir un petit peu. Et ça, les cacahuètes, ça se ramasse comme les patates. C'est ça. En fait, la fleur, elle va se développer sur une longue tige. Et elle va aller toucher le sol et s'enterrer. Et c'est ça qui va donner la cacahuète. À faire sur bâche, par exemple. Eh ben oui, effectivement. Alors qu'elle a besoin de chaleur et d'humidité, donc ce serait
idéale par rapport à ça, mais elle pourrait pas aller, il lui faut vraiment une terre hyper meuble en bac par exemple. Enfin, faut vraiment... Oui, qu'elle a une terre qui soit dure parce que sinon elle pourrait pas se renterrer comme... Voilà, c'est ça. J'ai une amie qui est partie faire un tour du monde là. Sa première destination c'était l'Égypte et ils ont vu la récolte de cacahuètes dans le désert. Voilà, le gars qui les hébergeait produisait des cacahuètes dans le sable, quoi. C'était dans le désert. Je pensais pas qu'on pouvait produire ça dans le sable. Comme quoi, je vois noter poire melon. Poire melon, oui, tout à fait. Lui, je pourrais t'en montrer un plus développé dans l'autre serre. Alors, le poire melon, il fait partie de la famille des tomates. Il va être annuel chez nous si on le plante à l'extérieur, mais si on le garde en pot, il va durer plusieurs années. Ce qui est préférable parce que la première année, il n'a pas une production exceptionnellement qui puisse grandir et se développer. Et donc il va donner un petit fruit qui va mûrir juste avant les gelées. C'est très long à mûrir. Un fruit à peu près gros comme ça, qui va se strier de violet quand il est mûr et qui a la texture et le goût entre la poire et le melon. Ah, c'est un petit fruit. Et on a goûté, hein, c'est... Mais ça, c'est parce qu'on a l'impression que c'est un légume qui a été inventé au vu du nom. Ah non. Mais en fait, non, c'est quelque chose qui se trouvait déjà dans la nature et qui finalement qui est pas connu du tout. Bien sûr. Et qui a pris le nom de deux plantes connues. C'est ça, parce qu'il y avait le goût et voilà. Pareil, plus loin, elles sont plantées, j'en ai plus sous serre, mais on a ce qu'on appelle communément la tomate litchi. Oui. En fait, la morelle de Balbi. Elle ressemble à une tomate. Alors, souvent les gens me disent « Ah, mais t'en as des tomates là ?» Non, non, ça c'est pas des tomates. Et elle va donner un petit fruit rouge qui a le goût de litchi. Le nom de tomate litchi, parce que ça ressemble à une tomate et c'est un goût de litchi. Voilà, c'est ça. Mais non, son vrai nom c'est morelle de Balbi. Après là-bas on a de l'épinard aquatique. Ça? Ouais. Lui, l'épinard aquatique. Ouais, lui il va bien se plaire à côté des bassins. Donc oui, si on a une petite mare par exemple, ça c'est... Si on a une petite mare, ça c'est idéal. Et donc il va aller faire courir ses tiges sur l'eau. Dès qu'il va rencontrer de quoi s'enraciner, il va se marcoter. Oui, un peu comme un lierre en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Une patate douce, la patate douce fait ça aussi. Hein. On n'y pense pas, mais la patate douce, elle marcotte. Hein. Je savais pas, j'ai essayé pareil, mais ça n'avait pas fonctionné. Et donc lui, on va consommer les feuilles comme des épinards. Hop, là, plein de petits bébés. Alors, ah, donc là, c'est des boutures, oui, c'est des, des artichauts. Non, ça ressemble au truc. Alors, c'est un premier test, je l'ai jamais fait. D'accord. C'est de la joue-barbe. Alors là, je ne connais pas du tout. Je te montrerai le maire. C'est une genre de cactée en fait. C'est pas vraiment une cactée. De la sauge miel, regardez. Voilà, là-bas, là on a un petit poivrier du Sichuan. Ça c'est de la bouture, c'est pour ça hein, qu'ils font une drôle de tête. Parce que, en fait, tu vois... Oui, il y a différents moyens de reproduction des plantes. Ça peut être la graine, ça peut être la bouture. Alors la bouture, tu vois, là, ils font la tête parce que clairement, ils n'ont pas encore raciné. Ceux-là, je peux quasiment être sûre. Je sais pas si on va les voir déjà en dessous. Un petit peu là, non? Oh non, ça s'en est pas. Je pense que là... Voilà. Hop. Voilà, ça, c'est qu'ils ont pris racine. Voilà. Mais tu vois déjà au changement de tête, tu vois, ils sont... Oui, ils ont repris de la vigueur, ils ont repris de la couleur verte. Là, c'est pareil, là, tu peux être sûr. Voilà, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça y est, ça... Tu vois, là, ça repart là. Ça, c'est de la verveine sucrante. C'est une verveine rampante. Tu vois, elle a pris. Hop. Hop. Elle a pris. Donc, elle, c'est une verveine qui va s'étaler au sol. Et dont les feuilles sont sucrées et peuvent servir en remplacement du sucre. Est-ce que c'est intéressant pour des gens qui font du diabète ou qui ont des maladies où le sucre, faut limiter le sucre en fait? Ouais, et là du coup je suis en train de faire toute une collection de plantes de ce genre-là. La verveine sucrante. J'attends de recevoir des hortensias à feuilles de sucre qui pareil peuvent servir à faire genre... Là on a en semis du mûrier à feuilles sucrantes. Donc lui, c'est un premier test. Il me semble qu'il y en a un qui lève là, mais bon, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est autre chose qui lève dans mon godet, je ne sais pas. Parce que c'est vraiment un premier test. Donc lui, on le fait en semis, mais après, il sera multiplié en bouture, hein, parce que c'est quand même vachement plus facile. Vachement plus facile. Tu vois, là, ça, c'est quasiment sûr que ça a pris... Voilà, donc je multiplie pas mal par bouture. Mais ça, voilà, faut se dire que ces boutures-là, c'est des plants qui vont être vendus que l'année prochaine. Ceux-là, peut-être, seront vendus en fin de saison.
Mais tout ça, là, tout ce qui se prépare, c'est de l'anticipation. Oui, parce que une saison ne se fait pas un an à l'avance, elle peut se faire. Il y a des choses t'es obligé d'anticiper en fait. Alors, la différence. Excuse-moi. Regarde la différence avec les piments. T'as vu comme ceux en pot sont plus développés? Ah oui, la vache, oui. C'est fou, hein. Pourtant, c'est exactement les mêmes variétés et dans le même ordre que là-bas. Hein. Ah oui, donc comme quoi. Voilà. Je pense que le fait d'être en pot concentre la chaleur. Ah oui, oui, effectivement, oui. Et comme cette année est un peu délicate à ce niveau-là, voilà, donc on a un petit peu de début de production. Mais je trouve que les plants sont globalement beaucoup plus jolis en pot qu'en godet. Donc cette année, c'est les kiwanos qui se régalent. Alors eux, cette année... Les quoi? Les kiwanos. Kiwano. Alors, qu'est-ce qu'un kiwano? Alors, le kiwano, c'est lui. Voilà, donc là ça ressemble à une courge ou... faut que je le fasse grimper, hein, parce que là, il produira mieux. C'est une liane, hein, à la base. Tu vois, il a des petites vrilles. Donc c'est des choses où tu peux par exemple attacher de la ficelle pour le faire grimper sur la ficelle. L'idée, c'est que donc lui, je l'ai mis en fond de serre parce qu'il a besoin de beaucoup de flotte. Et ma serre étant un peu en pente, et toute l'eau descend. Toute l'eau descend. Okay. Donc comme ça, il n'y a pas trop de pertes sur l'arrosage. Sinon toute l'eau va se concentrer là, puis après ça va être perdu. Donc on a mis les 2 pieds de kiwano et l'idée c'est de les faire grimper, de les faire courir pour ombrager. Alors cette année, ce ne sera pas vraiment nécessaire. Ok. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est de pouvoir ombrager les serres parce que mais même sur des cultures qui demandent de la chaleur, dans les serres. Oui, ça monte très vite. On monte tout de suite à 45-50 quoi. Et si c'est pas un minimum ombragé. Ici, il y a tous mes pieds mères. Que tu appelles un pied mère, donc c'est ce que tu boutures, je suppose. Voilà, c'est ça, c'est les pieds qui sont pas vendus, qui restent chez moi, pour pouvoir aller faire les boutures. Donc là, on voit la sauce cassis, le pied vert de sauce cassis. On a la joubarbe, mais alors la joubarbe, elle a pris cher. Ah oui, la brûlée. Ouais. Je l'ai repiqué. Elle avait soif, je l'ai repiqué en plus dans son gros pot. Et puis je suis partie à autre chose parce que... parce qu'il y a plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses à faire et que des fois il y a des imprévus. Et elle n'a pas apprécié. Pourtant la jourbarbe c'est costaud. Bon, elle va repartir, hein, mais là, elle a pris un petit peu cher. Voilà. Là voilà, je suis en train de commencer à faire toute une collection de... Donc ça se mange. Et oui, voilà. J'aurais jamais mangé moi personnellement. On ne le sait pas. Très peu de gens le savent. Parce que pour moi, ma mère me disait ça se mange pas, c'est des artichauts d'ornement. Alors, ça ressemble à tout le monde, celle-là ça ressemble à un artichaut d'ornement. Des succulentes. Voilà, c'est ça. J'avais un trou. Alors toutes les succulentes ne sont pas comestibles. Certaines le sont. Certaines le sont. C'est des feuilles qu'on va donc consommer dans des salades par exemple. C'est un petit goût poivré. Donc non seulement c'est très joli. Oui, effectivement, visuellement, voilà. Les couleurs là, c'est magnifique en fait. Et puis il y a tout plein de variétés qui peuvent du coup être. Comme ça, quand tu montres sur le dessus, on dirait une fleur de lotus un peu dans le même esprit au niveau de la forme. T'as vu, elle a gardé l'eau à l'intérieur. T'as vu? Voilà, tu vois, c'est tout ça qui me plaît dans mon monde. C'est bête, hein, mais c'est toutes ces petites choses là. Enfin, je trouve que la nature est merveilleuse. La nature barbarie. Donc on peut manger les fruits, figues de Barbarie. Hein, oui, ça c'est connu. Mais on peut aussi manger les raquettes. Ça c'est une raquette, c'est ça? Oui, alors ça c'est la raquette principale, mais normalement il va faire d'autres... Et ça se mange? Ça se mange. Alors je ne serai pas là comme ça te dire une recette. Hein, oui, mais ça se mange. Ah, ici... Après, n'hésitez pas à chercher des recettes et nous les mettre en commentaire. Voilà. Ici on a une plante saucisson. Une plante saucisson? Ouais, alors, bon, je te ferai pas goûter parce qu'à ce stade-là, elle va pas avoir le goût de saucisson, oui. Elle va être amère, mais normalement, elle a un petit goût de saucisson. Et elle a, déjà à ce stade-là, normalement, elle a l'odeur. Alors là, je trouve pas trop, mais normalement, elle est censée avoir l'odeur un petit peu du aussi. Saucisson. Ah, c'est incroyable. Voilà. Papa, si tu regardes cette vidéo, tu devras goûter cette plante, ça a goût de saucisson. Je montrerai après dans la dernière serre là-bas, on a la plante fromage aussi. Alors on a la plante à huîtres, ça je t'avais fait goûter je crois. Oui. Ici je suis en train de monter, alors tu vois c'est pareil à mon avis. Ça c'est des lierres, oui c'est ça. Géranium. Des pélargoniums, ouais. Donc là tu vois t'as cola. Ah donc t'as un autre truc cola. Ouais.
Ah oui, oh la Voilà. vache. Et ils sont comestibles. Hein. C'est cola et en même temps ça sent un peu la sauce barbecue. C'est un mixte. Celui-là, si je dis pas de bêtises, ça doit être ananas. Non, ananas, c'est pas celui-là. Parce que là, en plus, c'est les noms. J'ai pas encore tous les noms en tête. Citron, je crois. Quelque chose comme Ah ça. oui, 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 citron, ça serait bien ça. Là, on a ananas. Effectivement, je trouve qu'il sent bien celui-là. Oh la vache. C'est un goût, c'est un odeur poivrée aussi. Un petit peu, ouais. Si je dis pas de bêtises, ça doit être celui-là. C'est pomme. Ouais, c'est ça. C'est fantastique. C'est fantastique. Donc Ouais, eux, tu vois, typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, là cette année, je vais faire quelques boutures pour moi, augmenter ma quantité de pieds mères pour l'année prochaine. oui, L'année prochaine, je bouturerai. d'accord. Et je pense que la vente de ces géraniums-là commencera du coup qu'en 2026. Ah oui, donc oui. Tu vois le temps de Développer et d'être sûr d'en avoir assez, parce que le but Voilà. c'est pas de vendre ce que t'as, ce qu'il faut, ce qui fait Alors, que il y tu aura te reproduis. Il faudra être à l'affût si ça intéresse certains. Il y en aura peut-être quelques pieds à vendre l'année prochaine, mais ça restera Oui, en test. confidentiel. Quoi. Voilà. C'est pas vraiment en test, c'est que je vais pas avoir la possibilité là de. Et pareil, de est-ce faire qu'on peut beaucoup parler du restaurant qui t'a contacté? Ah oui, alors normalement, mais bon cette année c'est très mal engagé, vu que la production de légumes est Apathie de la météo. apathie de la météo, voilà. On était censé commencer un partenariat avec Maison Nipa. Si vous regardez la vidéo, coucou. Qui donc fait de la cuisine franco-philippine. Et donc on était censé commencer à leur fournir quelques petites choses. J'en dirais pas plus parce qu'on leur a pas demandé leur autorisation. Mais voilà, normalement c'est un partenariat qui va être lancé. J'espère pouvoir commencer à leur proposer des petites choses cette année, mais pour l'instant c'est mal engagé, mais voilà, ça fait partie des choses. Et il y a aussi également, dans le même ordre d'idée, il est probable, pour l'instant rien n'est acté, donc je reste sur mes gardes, mais il est probable qu'on travaille également avec le food truck Samoussart. D'ailleurs, eux, tu devrais les rencontrer. Leur cuisine, elle est géniale. Ils font de la cuisine mauricienne. Ils sont super gentils. Ils viennent d'inaugurer leur food truck, la caravane. Ils l'ont inauguré le week-end dernier au marché à portée de panier, justement. Alors nous, tous les 15 jours, quand ils y sont, c'est notre petit bonheur de rentrer du marché avec notre petit repas mauricien. Et eux, ils viennent de démarrer et ils méritent d'être découverts parce que leur cuisine pour le moment, je m'intéresse pas à la cuisine parce qu'il y a tellement de choses que. Mais dans ils font l'avenir. partie des acteurs locaux. Ah oui, oui, tout voilà. à fait. Ça n'empêche. C'est pas parce que je m'intéresse pas que c'est pas des acteurs locaux. Bien C'est sûr. pour ça, c'est juste que je peux pas tout faire. Bien sûr. Il existe tellement de choses. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, à chaque fois, on me demande, t'as pas de l'ornemental. Bah non, j'ai que du comestible, même si certains peuvent être. Et là, aussi on voit, ornementales. c'est des toutes petites fleurs. Ouais. Alors elle, Voilà, regardez. dis-moi à toutes quoi ça petites. te. Elle était pas là encore quand t'es venue la dernière fois. C'est très léger en tout cas. Peut-être on fera sans plus. Ça me dit quelque chose, mais. Donc elle, c'est une tagette, comme la tagette passion D'accord. qui est là en plus gros d'ailleurs. Et elle, c'est réglisse. Ah, je mange pas de réglisse, c'est pour ça que. C'est une tagette réglisse. Ah oui, maintenant que je. Oui. Donc elle, c'est pareil, les premiers pieds devraient être disponibles bientôt. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour ici. Là, on a du gros thym antillais. Alors, on l'appelle aussi origan cubain. Ils sont super bons. Ça se mange, c'est ça? Tu peux sentir surtout. Après, tu Ok. peux le manger, oui aussi. Oh, ça sent bon. Ça sent bon, hein. Ah ouais, ça. Voilà. Ça sent les sons esthétiques, je trouve, par Et contre. lui, il fait partie de la même famille que la joubarbe et le petit display là à côté. Voilà, on l'appelle thym antillais ou origan cubain, mais en fait c'est une. Voilà, je cherche le mot, là, je l'ai plus en tête. C'est plus une plante grasse, voilà, c'est ça, j'ai cherché le mot. C'est en fait une plante grasse.
toute façon, tu le vois bien à l'épaisseur Des feuilles, des ouais. feuilles. Ouais. On va aller avec des petits sacs organza. Tu sais, les petits sacs pour D'accord. mettre des bijoux, là. Oui. Donc ça, on explique la pollinisation manuelle. Donc on va aller chercher une fleur femelle. Donc la fleur femelle, c'est simple. On voit qu'il y a le fruit, enfin voilà. Elle est encore fermée, donc on va lui mettre un petit sachet. Et ensuite, on va aller chercher une fleur mâle. Par exemple, là on en a une à peu près au même stade, hein, pour pas se faire. Voilà. Donc là, ce sont des fleurs mâles parce qu'il n'y a Voilà. pas de lait. Voilà, c'est ça. On va mettre également un petit sac. Et au matin, de bonne heure, quand les fleurs vont commencer à s'ouvrir, on va venir avec un pinceau, récupérer le pollen de la fleur mâle, polliniser la fleur femelle. Ensuite, on remet le petit sachet sur la fleur femelle. Parce que la fleur est fanée, Oui. il n'y a plus de pollinisation possible. Là, on va venir enlever le sachet, mettre un petit ruban pour identifier le fruit. Et ces fruits-là qu'on va garder pour faire les graines. Sûr que nos variétés ne soient pas Mélangées. hybridées. Voilà. Ok. Et donc, il faut le faire pour toutes les variétés. Et là, tu peux être sûr qu'un brin de soleil, dans 3-4 jours, tu passes plus dans les rangs. Hein. Oui, J'ai un ça. timing hyper serré pour réussir. Parce qu'en plus, non seulement il faut que j'ai eu le temps de faire mes pollinisations, Oui. mais il faut aussi que j'ai eu le temps d'aller enlever les sachets. Parce Oui. que sinon, c'est mort, le fruit ne pourra pas se Développer. développer. Donc c'est énormément de travail, on n'a pas idée. Ouais, c'est du boulot, Mais bon, quand on aime... Vaut mieux aimer son travail pour ce genre de travail, ça c'est sûr. Oui, ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à passer à la ferme à Montreuil-le-Henri. Je vous mets toutes les informations en description. Merci du visionnage et à bientôt.